Bon, on y va. Attends, il faudrait peut-être les prévenir que cette vidéo est longuette. Oh, vraiment? Ce n'est que du blabla et un peu de dessin. Mais ils aiment ça fait rien. Quand même, c'est technique. Ah, ça pour sûr, c'est technique. Oui, c'est technique. Enfin, Eh bien moi, j'ai faim. le contraire m'aurait étonné. C'est quoi tes affaires, espèce d'empoté? Barrique. Ta fiole. De soin? Oui, là, dans ma main. Oh, la taverne, là-bas. Bon, on y va. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une petite série de vidéos concernant la conception et la fabrication d'une guitare simple. On me pose souvent plein de questions sur la fabrication, plein de petits détails que les luthiers amateurs aimeraient connaître pour pouvoir attaquer leur premier instrument. J'y ai réfléchi un moment et je me suis dit quelle meilleure façon de vous le montrer que de fabriquer une guitare simple de A à Z et de vous expliquer et de vous montrer au fur et à mesure de la fabrication. Bon, il en résultera une guitare simple, mais sympathique et de qualité. Moi personnellement, j'en ferai rien de spécial. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire de cette guitare. Et si je vous la faisais gagner? Ça pourrait marquer les 10 000 abonnés? Nani? Oui, bon, ça pourrait marquer en avance les 20 000 abonnés alors. Bon alors, on va commencer par le début. C'est quoi une guitare? Je me suis aperçu que beaucoup de gens ne le savaient pas. Certains même en jouent et ne savent pas comment ça fonctionne. Dans les instruments à cordes, vous avez trois types. D'abord les cordes frottées. Violon, violoncelle, vielle à roue. Les cordes frappées, piano, cymbalum, son petit frère le tympanon, instrument que j'aimerais bien fabriquer d'ailleurs, et les cordes pincées. Le luth, le théorbe, le clavecin et la guitare évidemment. Bon, c'est bien gentil, ça, mais comment se marche ce calice d'affaires l'eau? Le plus important dans une guitare, c'est son diapason, c'est-à-dire sa longueur de corde vibrante à vide entre le sillet de tête et le chevalet. Ça détermine directement la tension des cordes par rapport à son accordage. En frettant la corde, vous raccourcissez le diapason comme si vous aviez pris le sillet et que vous l'aviez fait glisser jusqu'à la frette qui vous intéresse. Plus c'est court, plus c'est aigu. Du coup, plus le diapason est court, moins la corde a besoin d'être tendue pour arriver à sa note. Ce qui détermine la note idéale d'une corde, c'est son diamètre, ou sa masse. Plus elle est grosse, plus elle va vibrer doucement, plus elle sera à même de restituer les fréquences basses. Par exemple, sur les guitares folk, je préfère faire des diapasons courts pour que le jeu soit plus agréable. Beaucoup de folk du commerce de petite et moyenne gamme ont des diapasons qui sont assez longs, c'est-à-dire 647 voire 650 mm, donc les cordes sont bien tendues. Dû à la fabrication un peu approximative, les cordes sont d'une action très haute et le jeu est pratiquement impossible parce que ça fait trop mal aux doigts. Mais il faut relativiser cette histoire de diapason. Les bois utilisés vont favoriser plus ou moins certaines fréquences, les micros vont avoir leur propre restitution, ne parlons pas de l'amplification derrière. Alors bon. En général, on va favoriser les diapasons courts pour un jeu rythmique, confortable, donc cordes moins tendues et action souvent plus haute. Et les diapasons plus longs seront utilisés en solo, en jeu plus rapide, parce que les cordes sont plus tendues, donc l'action est plus basse. Le fretage découle directement du diapason. En effet, la 12e case, c'est la moitié de ce dernier. Le reste du fretage est calculé sur un algorithme qui le divise en demi-tons, qu'il n'est pas nécessaire de connaître par cœur, car des petits softs font ça très bien. Je vais me débrouiller d'ailleurs pour vous en mettre à disposition, et le lien sera en description. Mais pour l'information, c'est un rapport de 17,817. On prend le diapason, on le divise par 17,817, et on obtient la première frette. On reprend ce qui reste, on le redivise par 17,817, et on a la deuxième frette. Et ainsi de suite, et c'est pour ça que les cases sont de plus en plus petites. Par contre, sachez que 95% des frettages de nos chères guitares sont faux. Oui, enfin, ils sont faux, ils sont mathématiquement faux. Si on veut que ce soit parfaitement juste musicalement, eh ben on obtient ça. Ça s'appelle un fretage microtonal et on calcule chaque emplacement de fret pour chaque corde. Et du coup, on est obligé de faire des frettes un petit peu bizarres. Nous utilisons depuis longtemps, pour une facilité de fabrication j'imagine, des frettages dits tempérés, avec des frettes droites. Finalement ça sonne pas si mal, puisque ça fait des années qu'on fait comme ça, et est-ce qu'on s'est habitué à la sonorité, ou est-ce que ça sonne mieux comme ça? Je ne sais pas. Mais si vous voulez vous rendre compte, vous pouvez aller voir cette vidéo de Microtonal Guitar. Je ne dirai pas son nom, je ne sais pas le prononcer. C'est un poil long, mais si le sujet vous intéresse, c'est passionnant. C'est un test à l'aveugle. Il a une guitare qui lui permet de régler chaque fretage pour chaque corde par 6 rails sur sa touche. Et le résultat est intéressant.
Ensuite, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire une petite recherche sur YouTube avec True Temperament et regarder quelques vidéos pour vous faire un avis. Bref, nos frettages tempérés peuvent aussi être un petit peu exotiques avec par exemple le multidiapason comme sur l'Ariane. Le diapason est plus long dans les cordes graves, donc elles sont plus tendues, l'action est plus basse, le son est mieux défini et le spectre de la guitare est élargi, bref que du bonheur. Les diapasons les plus connus sont les suivants. Le diapason court de Gibson, 24,75 pouces ou 628 mm. Celui des PRS, 25 pouces ou 635 mm. Celui des Fender, 25,5 pouces ou 647,7 mm. Celui des guitares classiques nylon, 650 mm. Et les guitares baryton à diapason long, 27 et 28 pouces, 685,8 et 711,2 mm. Pour les basses, on a le diapason court de 30 pouces, 762 mm. Celui des basses Fender est surtout le plus répandu, le 34 pouces, 863,6 mm. Et le diapason long des basses, 35 pouces, 889 mm. Bon, je pense que pour les basses, vous avez ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le plan d'une guitare. Mesdames et messieurs, la séance va commencer. Veuillez vous munir de vos portables et éteindre votre popcorn. Nous vous souhaitons une agréable compagnie en notre moment. Eh bien, ça s'arrange pas, ta dyslexie. Bon, alors, faire un plan de guitare. Je vais vous montrer comment je fais moi sur CorelDRAW, parce que je ne sais pas le faire sur Illustrator ou sur d'autres logiciels. Il y aura forcément des petites astuces qui concerneront uniquement CorelDRAW, et du coup, ceux qui l'ont seront au courant, mais ceux qui ne l'ont pas, faudra chercher un peu comment faire. Alors donc, vous créez un nouveau document avec un fond A4, ce que vous voulez, de toute façon ça on s'en fout. Commencez par aligner aux repères, c'est-à-dire rendre les repères magnétiques, ce sera bien plus pratique derrière pour pouvoir placer vos éléments et même faire vos mesures. Je commence par placer un repère qui représentera l'axe de ma guitare. En cliquant sur la règle, donc soit verticale soit horizontale, je clique, je tire un repère et je lâche. Voilà, c'est tout bête. Je place un autre repère, donc horizontal, celui-là représentera le scié, donc le début de mon diapason au scié. Une fois que ceci est fait, je vais prendre ici sur le coin mes deux règles, donc c'est le coin des deux règles, qui représente donc l'origine. Je vais le tirer et le mettre sur mes deux repères, ce qui va mettre mes deux repères à 0 aussi bien verticalement qu'horizontalement. Ensuite, je clique à l'extérieur et je mets mon document en pouces. Je tire un nouveau repère et celui-là, je le mets donc à la longueur de mon diapason, c'est-à-dire ici 25,5 pouces, en mettant moins pour qu'il soit en dessous, parce que au-dessus c'est plus, en dessous c'est de moins, mais comme on travaille à l'horizontale et qu'on a le 0 en haut, forcément on est en moins. On va commencer par tracer notre manche, c'est-à-dire la largeur au scié et aussi la largeur au chevalet. Donc je vais vous montrer en prenant des dimensions, on va prendre celle de l'ES, par exemple. Hop, toujours avoir quelque chose pour mesurer à côté de soi, toujours important. On va prendre l'écartement des cordes sur le S, c'est-à-dire on est à 7 mm et normalement on a une largeur de 42, 43 mm, c'est comment dire, une dimension un peu ordinaire, celle qu'on trouve sur pratiquement tous les instruments. Les sciés et blocs-cordes des Floyd sont en 43 mm la plupart du temps aussi. Et si on regarde au tom, donc au tom on a un écartement de corde de... Normalement c'est 10,5, ouais c'est ça. Et hop, 10,5, ouais c'est 52, ouais, c'est bien ça. Tout ça en millimètres bien évidemment. Une fois qu'on a mis notre diapason, on repasse en millimètres, on zoome, on va prendre des repères. On a dit qu'on avait un écartement de corde de 7 mm. Sachant que nos deux cordes centrales sont de chaque côté de l'axe, on va placer donc notre premier repère, le mettre à 3,5 d'un côté et moins 3,5 de l'autre. Alors une petite astuce pour les répétitions d'écartement comme ça sur Corel. Si vous prenez par exemple l'outil carré ici, vous allez faire un carré comme ça, tac. Il fait donc 7 mm de large, ce qu'on avait prévu. Vous le sélectionnez, vous le faites glisser en maintenant le clic, et à ce moment-là, vous cliquez sur le clic droit. En même temps, vous lâchez, vous avez fait un duplicage. Dans cette optique, pour pouvoir dupliquer les objets facilement et toujours avec la même intervalle de déplacement, vous allez choper le point nodal qui est ici. Donc sur le côté, vous le cliquez, vous le prenez,
vous le replacez ici sur le point nodal de l'autre côté et vous faites un clic droit. Tac. Et là, vous avez dupliqué avec une certaine intervalle. Si vous faites un CTRL D derrière, il en refait un exactement avec le même intervalle. Et là, vous pouvez en faire en faisant CTRL D autant que vous voulez. Pareil, si vous voulez faire par exemple ici, hop, on les prend là, tac, et voilà. On a l'écartement de nos 6 cordes. Donc une fois qu'on a ça, on place nos repères de façon manuelle. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, on a l'écartement de nos 6 cordes. On va représenter le débord de la touche par rapport aux cordes. Donc ça, on le fait d'environ 4 mm. Hein. Sur les guitares, je fais 4 mm et sur les basses, je fais 5 mm. Parce que les cordes de basse sont quand même plus épaisses. C'est un peu différent. Par exemple, sur une 4 cordes, le manche est très peu large. Hein, donc pas besoin de se fatiguer avec ça. Et puis comme les cordes sont plus grosses, elles ont un peu plus d'amplitude. Pour pas sortir du manche, hein, il vaut mieux faire un débord un peu plus large. Donc ici 4 mm. Alors vous allez me dire 4 mm, wow, ça me paraît énorme. Sachez que quand vous fabriquez votre manche, vous allez avoir 4 mm au départ, mais à force de ramener le bord de la touche, à force de poncer, à force de faire votre profil et tout, vous allez ressembler très vite à 3 mm en fait. Hop, vous placez vos deux repères de 3 mm, de 4 pardon, et vous placez vos deux repères qui représentent le bord de la touche. Voilà, ça c'est votre scié, du moins le début de votre touche avec l'écartement du manche et les écartements de cordes. On va commencer à représenter le manche. Donc vous sélectionnez ici outil à main levée, un premier clic sur le repère, hop, là vous mettez à l'intersection, hop, 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 voilà. Pour les cordes, on va faire ça, ça, voilà. Vous avez vos 6 cordes avec un point nodal au diapason, au début du diapason. Vous les sélectionnez, les 6, et combinez, de manière à avoir, quand vous mettez en mode point nodal, vous avez tous vos points nodaux qui s'affichent. Vous allez comprendre pourquoi après c'est important. Ensuite donc, ici on a le début de notre touche qui est représenté. On va aller au chevalet en bas. Et là donc on va prendre, on avait dit un écart de 10,5. Vous pouvez prendre les objets, il y a des poignées qui se placent un peu partout si vous voulez. Vous avez le centre, le milieu des différents segments, les points nodaux bien évidemment. Donc là par exemple si vous voulez placer votre objet à l'axe entre les deux repères, vous avez ici une poignée qui s'affiche ici milieu. Hop, vous la sélectionnez par le milieu et vous la déposez au milieu. Et là vous avez votre objet qui est centré par rapport à votre axe. Tac, on a nos 6 cordes. Donc ici les repères qu'on avait utilisés tout à l'heure, on les déplace là. Tac. Et donc tout à l'heure on avait 4 mm sur le bord. On refait une pièce de 4 mm. Tac. Et on place notre repère à 4 mm. Voilà. Alors évidemment, la touche ne va pas descendre jusqu'au chevalet. Mais c'est pour pouvoir représenter sur notre plan le bord de la touche de manière à pouvoir le dessiner facilement. Donc vous retournez à votre scié, comme vous pouvez le voir au niveau du chevalet c'est beaucoup plus large. Hop, vous sélectionnez votre bout de touche, vous prenez juste les deux points nodaux qui sont ici, et là vous les descendez, hop, jusqu'au chevalet.
va se reculer un peu parce que sinon on n'a pas fini. Voilà. Et là donc, on a notre bord de touche, on a dit, donc ici, hop, ça va se retrouver à l'extérieur. Tac. Voilà votre manche jusqu'au chevalet. Vous sélectionnez vos cordes, vous prenez juste les points nodaux qui sont en bas, vous reculez, hop, vous tirez jusqu'en bas. Oui, je vais aller trop loin. Hop, voilà. Vous cliquez à l'extérieur pour désélectionner, vous prenez chaque point un par un et vous les répartissez à leur emplacement. Voilà. Alors vous pouvez afficher ou pas les repères pour... ça vous permet de voir plus clairement votre dessin. Alors maintenant il va falloir tracer le fretage. Alors ça c'est un petit peu plus technique parce que il va donc falloir que vous alliez chercher le petit logiciel que je vous ai mis en lien. Il est ici, ça s'appelle Winfret. Hop, voilà. Winfret c'est pas très compliqué à utiliser. Vous avez le nombre de frets ici, donc nous on va mettre 24. Et vous avez déjà des diapasons qui sont rentrés. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Vous choisissez le diapason que vous voulez, donc ici 25,5. Vous mettez la précision sur 0,1 parce qu'on n'est pas des rigolos quand même. Vous restez en millimètres et là, vous mettez Display Chart. Et là, ça vous donne tous les emplacements de fret directement par rapport au sillet. Vous avez par rapport au sillet ou par rapport à la frette d'à côté, mais en partant toujours du sillet, c'est quand même plus précis. Pour tracer votre fretage, ce que vous pouvez faire, c'est placer des repères. Donc vous voyez, je vais tirer un repère. Votre premier est à 36,4, donc ici vous mettez moins 36,4. Et voilà, votre première frette est placée. Après, sur ce repère, vous pouvez placer ce que vous voulez. Soit un trait pour le plan, soit vous pouvez représenter la frette. En général, quand on veut représenter une frette, on fait un petit rectangle de 2 mm. Hop, tac. 2 mm de haut. Voilà, votre frette est ici. Elle est un peu large, mais là, on va la couper après. Donc, vous continuez à placer vos repères pour votre fretage. 70,7 ici. Moins 70,7. Ça, c'est la deuxième frette. Il faut continuer comme ça jusqu'au bout pour vos 24 frettes, évidemment. Moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un fichier. On va ouvrir la sillon. Hop. Mon modèle headless que je suis en train de dessiner. Voilà. Il est joli, hein. Regardez ça. Hop. J'ai ça. Un petit objet. C'est un fretage avec... donc, vous avez le sillet ici, le chevalet ici. Et ça, c'est un fretage tracé, c'est un algorithme déjà tracé, si vous voulez. Donc, l'avantage, c'est que quand on fait un fanet fret, comme sur celui-là, vous avez donc les deux diapasons à tracer. Vous pouvez donc prendre un objet d'un fretage déjà tracé comme ça, avec juste des traits, et vous pouvez l'adapter. Alors, ici, par exemple, on va prendre celui-là, on va faire copier. Hop. On va l'amener sur ce fichier-là, coller. Hop. Voilà. Et là, donc, on va placer le premier trait qui représente le sillet, on va le placer au sillet. Tac. Et celui-là, on va l'adapter, hop, en l'étirant, on l'amène au chevalet. Et vous avez votre fretage qui est déjà tracé. Directement, vous pouvez voir que la première frette correspond. L'avantage, c'est en faisant comme ça, d'avoir un objet toujours tracé comme ça, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de retracer. Vous l'avez déjà, où il suffit de l'étirer pour l'adapter à n'importe quel diapason. Et de cette façon-là, vous gagnez énormément de temps. Et voilà, vous avez votre fretage qui est représenté. Voilà, là vous avez, donc si on vire les repères, vous commencez déjà à voir votre manche qui se dessine. Hein. Alors, on va passer des repères par rapport au côté de notre manche. On va récupérer les repères ici qui nous servent à rien. On va virer ceux-là. Hop. Tac. Tac. Hop. On va récupérer ces deux-là. On va les placer par rapport, hop, à nos deux points nodaux ici. Et là, on clique dessus une deuxième fois.
et ça va vous afficher le centre de rotation, l'axe. Vous le prenez, vous pouvez le balader où vous voulez pour le faire tourner par rapport à ce point-là. Hop, vous le placez ici sur votre point nodal. Vous en faites autant pour l'autre. Tac. Et à partir de là, vous pouvez le faire tourner pour le placer sur le bord et avoir le côté de votre touche qui est représenté par un repère. Hop. Voilà. La fin de l'autre touche. Hop. Moi je fais en général la fin de la touche en représentant à peu près la taille d'une 25e case. Visuellement, hein, c'est au pif. Mais ça permet de se représenter la fin de la touche pour que ce soit équilibré, pour pas qu'il y ait trop de matière ou trop peu de matière. Si vous coupez juste derrière la frette, ça va être moche. Donc j'essaye de faire une dernière case qui soit de la taille d'une 25e case. Je remonte ici le bout de mon manche. Hop, tac. Tac, ça c'est ma touche. Donc là je ferme la surface de ma touche. Hop, voilà, ma touche est fermée. Je peux d'ailleurs à la limite mettre une surface pour la représenter. Hop, voilà. Ça c'est ma touche. Donc votre manche, votre touche est représentée, vos cordes sont représentées, votre fretage sont représentés. Maintenant, on va essayer de faire une tête et un corps sur ce plan. Donc si vous voulez copier un instrument existant, il va vous falloir une photo bien de face de cet instrument, assez grande pour avoir une bonne résolution, que vous pourrez importer sur le logiciel de dessin et placer par rapport à votre plan, de manière à pouvoir le copier. On va aller chercher sur Google, on va prendre Stratocaster, hop, image. Donc on va mettre dans les outils la taille, grande taille, voilà, grande image. Par exemple, celle-là est pas mal de face, elle est de 1800 par 1688, c'est une bonne résolution. Hop, on l'enregistre. Et donc vous allez la chercher, vous ouvrez le dossier dans lequel vous l'avez enregistré, vous la faites glisser sur le logiciel et voilà. Donc, hop, on va la faire tourner. Hop. Alors le truc c'est que là il va falloir, on va la mettre en arrière-plan, page supérieure, non inférieure. Alors le truc c'est qu'il va falloir la mettre bien droit, donc on va la placer ici, hop, on va mettre un repère juste là, bien entre les cordes du centre, on va placer notre axe au bon endroit, osciller, et là on va faire en sorte de la tourner jusqu'à ce que le repère soit bien entre les deux cordes. C'est-à-dire ici, entre les deux pontées. Donc là, on va la faire tourner manuellement pour voir dans quel sens on est. 45. Ouais, voilà. 45,9. On est passé de l'autre côté. Si on met 45,7, c'est dans l'autre sens. Donc on va mettre 46, voilà, 46, 1, et ben voilà, 46, 1, c'est pas mal. Hop. Alors maintenant il va s'agir de placer, on va virer ce repère qui sert à rien, hop. Il va s'agir de placer la photo, bien pile poil, qu'elle corresponde à nos repères. Donc, le scier, le début de notre diapason. Ce que vous pouvez faire pour faciliter les choses ici, c'est hop, parce que donc un bitmap comme ça, ce que Corel appelle un bitmap, c'est-à-dire un JPEG, une photo, n'importe quoi.
Vous pouvez le redimensionner avec les points nodaux en vectoriel. Vous créez des points nodaux sur le côté du fichier et après vous pouvez, voyez, hop, rogner sur la photo. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je ne fais pas ça, là je vais redimensionner la photo pour que mon diapason corresponde à le diapason de mon plan. Le truc c'est que si je fais pas ça, il va redimensionner à partir du haut de la tête et ça va rebouger ma photo. Il va falloir que je la replace, que je la redimensionne, que je la replace, que je la redimensionne. Alors que si je la coupe au niveau du sillet, il va redimensionner à partir du sillet, ça va pas bouger au haut. Et du coup, hop, je ne le ferai qu'une fois. Ce que je vais faire, vous voyez, cela c'est embêtant parce que il prend tout ça comme bounding box de la photo, si on peut appeler ça comme ça. Hop, on va le redimensionner comme ça en mettant juste le tour du bitmap. Vous avez les petites poignées ici et vous redimensionnez jusqu'à ce que donc le ponté de la mi-aiguë, donc l'endroit où la corde repose ici, corresponde à votre diapason. Un peu trop. Bon, je crois qu'on est pas mal de toute façon. Quand on fait une copie comme ça, au niveau de la forme et tout ça, on n'est pas au demi-millimètre près, c'est pas dramatique. Ça va se faire après, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là vous avez donc votre guitare. D'ailleurs, vous pouvez vérifier au niveau... attendez, voilà. Au niveau des déplacements, on va mettre un peu plus parce que sinon on n'a pas fini. Voilà. Vous pouvez vérifier que votre fretage corresponde. Et du coup, vous voyez, on peut s'apercevoir que là, on est pas mal du tout, hein, en fait. Il peut y avoir des déformations au niveau de la photo, c'est pas forcément super précis. Comme vous voyez, on est plutôt bien au début, mais là, sur le milieu, c'est pas bon. Il peut y avoir des parallaxes d'objectifs. Mais la dernière frette est bonne, donc du coup, on va rester comme ça, c'est pas dramatique. Hein. On va se représenter donc, on va mettre notre touche en transparente. On va enlever la surface. Tac. Et on va la mettre, on va redescendre en 0,1. Et ici, on va placer notre manche du mieux possible. Voilà. Hop. Vous voyez, par rapport aux cordes, ça correspond, hein, à peu de choses près. Hop, on va se placer. Voilà, là on est bien au milieu. Notre ponté est bien. Nos deux pontées sont bien de chaque côté de l'axe, il n'y a pas de problème. Là on est nickel. Et une fois que c'est comme ça, on peut redécouvrir la tête, hein, il n'y a pas de problème. C'est fait, elle est à sa place la photo. Tac. Et donc là on va pouvoir copier la forme de notre corps. Alors, évidemment, là on va prendre l'outil main levée. On va faire des droites d'abord. Donc ici, vous voyez, donc le côté de la touche, ça correspond pas forcément. La photo est un poil déformée. Bon, on va faire avec, hein. C'est pas grave. On se met sur le côté de la touche. Et on commence par placer des lignes droites comme ça. Hop. Donc là, placez les lignes droites en fonction des courbes. Vous finirez par savoir le faire avec l'habitude. Parce que, bon là par exemple j'en ai mis trop, je sais pas pourquoi j'en ai mis autant. Hop, top, top, j'en mettrai au milieu ici. Parce que je vais faire derrière des courbes de Bézier, c'est-à-dire que je vais vous montrer. Hop, tac. Donc, je sélectionne une des droites. Ici, je la passe en courbe. Et là, à partir de là, donc il y a moyen de, voilà, de faire ce qu'on veut avec la courbe. D'ailleurs, le mieux c'est de mettre le traçage en couleur un peu vive, qui ressort bien sur la photo. Et donc, voilà, hop, ça vous permet de suivre le contour de votre photo. Là par exemple, vous voyez, le mieux c'est d'avoir le point nodal ici, de supprimer celui-là. Et le point nodal derrière, le mieux c'est de le mettre en lissage. Par exemple, je vais vous montrer. Hop, on met celui-là comme ça. Hop. Donc,
On met celui-là en courbe, on tire. Hop, ça c'est donc les poignées. Si vous sélectionnez les points nodaux, vous pouvez, vous avez des poignées qui vous permettent de moduler votre courbe comme vous voulez. Vous raccourcissez, vous allongez, voilà. Tac, vous essayez de suivre au mieux la courbe de votre corps. Mais ici, si vous vous rapprochez, vous apercevez que c'est pas forcément, vous voyez, vous pouvez avoir une pointe plutôt que la courbe bien fluide. Donc du coup, il y a un outil très formidable, c'est de cliquer sur le point nodal et de mettre ici nœud lisse. Ça va faire en sorte que les deux, voilà, vous voyez, ça se suit, ça ne veut pas lâcher la ligne droite. Et du coup, vous avez derrière des courbes qui sont bien lisses. Bon, voilà, c'est pas mal comme ça. Donc vous pouvez vous apercevoir que si je retire la photo, voilà, vous avez votre corps de strat. En ce qui concerne la tête, il va falloir se reprendre sur les repères qu'on a fait sur le bord du manche. Alors là, si vous voulez juste copier la tête de la strat, hein, bah, c'est pas compliqué, hein. Mais sinon, pareil pour le corps, vous pouvez faire la forme que vous voulez, partir de la forme de la strat, après modifier comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on repart du sillet. Hop. Au niveau des mécaniques, c'est une ligne droite jusqu'au bout. Et voilà, on a notre forme qui est copiée, comme vous pouvez le constater. Alors quand on représente l'emplacement des mécaniques sur la tête, personnellement ce que j'aime bien faire à partir de mon plan, c'est-à-dire avoir les cordes sur la tête qui sont bien droites et bien parallèles. Donc c'est là que vous allez prendre soin de placer les mécaniques juste au bon endroit pour que les cordes soient bien droites et que vous en ayez pas une qui parte un peu à gauche, que ça aille un peu vers la droite, un peu vers la gauche, que ça se resserre ou que ça s'écarte. C'est quand même plus joli quand c'est bien parallèle et bien droit. Du coup, vous prenez vos cordes, vous prenez cette fois-ci les points nodaux qui sont au-dessus du sillet et vous tirez plus loin de manière à représenter vos cordes sur votre tête. On va aller chercher des mécaniques, pas sur l'action puisque c'est une headless. Et on va aller sur l'Imperium. On a ici des mécaniques qui sont déjà représentées. Hop. Hop. Voilà. On essaye de placer, donc on va mettre à l'arrière-plan, voilà. On va essayer de placer la mécanique en mettant l'axe de rotation au centre de l'axe de la mécanique. Et on va essayer de mettre à peu près à l'angle qui correspond à cet angle-là, hein, donc l'angle de côté de la tête. On va placer la corde sur le côté de l'axe. Donc là c'est trop, hop, on va se remettre sur 0,1. Et on va placer donc, hop, voilà, puisque la corde s'enroule sur l'axe à partir de la droite. À partir de là, on va faire, hop, on sélectionne les deux, CTRL D pour dupliquer, et il va falloir déplacer la mécanique pour l'amener en seconde position. On duplique, on déplace. Et si vous redupliquez derrière, CTRL D, il va vous refaire une duplication, comme on a vu tout à l'heure, avec le même intervalle, mais aussi bien dans la montée que vers la droite. Et du coup, vous pouvez mettre vos 6 mécaniques, et comme vous pouvez le constater, vous arrivez exactement au même endroit à la 6e corde. Hop, on va sélectionner les points nodaux qui sont là. On va déplacer un petit peu, hop, voilà. Je vais récupérer les micros. Alors évidemment, pour le coup, c'est une strat avec un tome. Donc, bon, voilà. Hein. Je suis parti d'une forme strat, on peut faire un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. On va enlever le cordier.
On va mettre plutôt des cordes traversantes. Voilà, comme ça ce serait sympa. On va figurer les petites férules. Hop. Voilà, ça commence à se préciser. Là on a une 24 cases. On s'aperçoit que le manche rentre vachement dans le corps, c'est quand même bien moche. On va lui faire une petite forme un petit peu plus sexy. Bon bref, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire tous les designs que vous voulez. Bon, il est pas fini, il est pas au point, ça me plaît pas. Mais bon, ça vous permet de voir que vous pouvez travailler autant que vous voulez sur votre design. Trouvez vraiment ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas à y passer du temps. Parce que c'est comme ça que vous allez faire un projet qui va vous plaire et que vous allez avoir envie de faire. Donc, comme je disais, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du design. On va faire une vue de côté. Pour la vue de côté, pareil, on tire un trait, donc on tire un repère, qui va représenter le plan sous la touche. C'est-à-dire, moi, je me réfère toujours au plan sous la touche, de manière à avoir une surface de repère, en fait. C'est à partir de cette surface que vous allez tout calculer, en fait. Donc, vous avez vos repères de prolongement, hop. Pour tracer une touche, donc une touche, on la termine à peu près à 6 mm, 6-7 mm, donc vous la représentez de 6 mm, ça va très bien. Voilà, et ça c'est le dessous de la touche, donc votre touche va vers la gauche. Hop. Ensuite, vous avez votre tête. Alors, les têtes parallèles, moi, je vous les conseille pas, pour la simple et bonne raison que mécaniquement c'est quand même pas idéal. Je vais vous mettre à l'écran une petite infographie que j'ai fait qui vous représente donc une tête parallèle, enfin une tête à angle d'abord, une tête style Gibson et une tête parallèle avec le sens des fibres pour vous montrer que sur les têtes style Gibson et les têtes parallèles à la Fender, les fibres du bois sont souvent coupé très rapidement et du coup ça fragilise énormément la jonction entre la tête et le manche et c'est dommage à la fabrication de pas se tourner vers une tête à angle qui représente une jonction style Anture qui permet de rentrer la tête sous la touche et entre la tête et le manche. Et l'avantage, c'est que les fibres du bois ne sont coupées pratiquement nulle part. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus fiable. La conduction des vibrations est meilleure. Bref, ça n'a que des avantages. C'est pas si sorcier que ça à fabriquer. Et je trouve qu'au niveau qualité, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, personnellement, je préfère faire des têtes à angle, rapportées. La plupart du temps, je les fais de 14 degrés. C'est comme, oui, la plupart du temps, 14, 15, 13 degrés. Les plus connus sont de 13 degrés. J'aime bien les faire de 14, je sais pas pourquoi. 14 degrés et 14 mm d'épaisseur pour la tête, c'est peut-être un repère mnémotechnique. Donc un repère vertical est à 90, moins 14, on est à 76 degrés, voilà. Donc là, notre angle, il faut le placer derrière le sillet. Il faut représenter quand même le sillet ici. C'est l'importance d'avoir une représentation dans les deux sens, c'est-à-dire face et côté. Donc on va faire un sillet ici qui va faire donc 1, 2. En général, c'est 3-4 mm. Voilà. Hop. J'aime bien faire des sillets qui sont inclus dans la touche et qui sont comme une frette, c'est-à-dire sertis dans la touche, qui sont pas gros, bien fins. C'est plus joli, je trouve. Là, on rajoute un petit peu de matière derrière la touche. Je suis pas obligé de mettre une pièce. Je vais mettre un repère. Hop. Voilà, un petit peu de matière. On va le représenter ici avec un trait. C'est la fin de la touche. Tac. La touche, elle va faire ça. Hop, elle continue ici. On a notre sillet qui fait 3 mm ici.
Hop. Pour l'instant, je le représente comme ça, j'ai aucune dimension spéciale. Donc, notre angle va commencer derrière la touche, ici. Voilà, ça c'est l'angle de la tête. Donc j'ai dit 14 mm d'épais pour la tête. Je fais une pièce de 14 par 14. Hop. Je la tourne à 14 degrés. Hop. Je la retourne. Ça me permet de placer l'épaisseur de ma tête. Hop. Là. Bon, je me mets ici pour le moment pour tracer la longueur. C'est pas logique, hein. C'est pas du tout. Mais ça me permet de faire voilà, rapidement un plan de côté. De toute façon, ça c'est vous allez laisser plus de matière quand vous allez faire la fabrication, donc de toute façon c'est pas gênant. Et vous allez tirer des gabarits pour pouvoir vous rendre compte de la longueur. Donc hop. Hop, voilà, vous avez votre tête qui commence à se dessiner. Et donc ça, c'est le plan du manche sous la touche que vous descendez jusque ici à la fin de la touche. Hop, voilà. On va représenter la première frette, la 12e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tac. Et là, on va pouvoir faire l'épaisseur de notre manche. Alors l'épaisseur, bon bah ça, il va falloir que vous la décidiez, ça va dépendre un peu du profil que vous allez vouloir faire. Sur un projet comme ça, on va être sur du 20-22. Il y a toujours 2 mm de différence entre la première frette et la 12e. C'est comme ça que est fait la progressivité du manche, de l'épaisseur du manche, hein. Donc on calcule toujours de la première frette à la 12e. Et il y a toujours une différence de 2 mm. Donc 20-22, 21-23, 23-24, 23-25, pardon. Vous pouvez descendre sous 20, mais faut vraiment en avoir l'envie parce que un manche de 20 mm c'est déjà assez fin, je trouve. Donc bon, après ça sera vraiment une question de goût, hein. Donc on prend une pièce de 20 par 20. On la pose à cet endroit-là. Alors l'épaisseur se prend sur le bois de la touche, pas sur la frette. Donc pensez bien à vous mettre ici sur le bois, hein. On fait une pièce ici de 22. Et donc ça va nous permettre avec un repère de tracer notre manche. Hop. On prend notre axe sur l'épaisseur à la première frette et on écarte à l'épaisseur à la 12e. Et on a l'épaisseur de notre manche avec la progressivité. Hop. Alors, je ne supporte pas les manches sans volute. Une jonction tête-manche sans volute, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque esthétiquement. Au niveau de la solidité, non, c'est pas possible, quoi. Il faut forcément rajouter un petit peu de matière à ce niveau-là. Et en plus, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que la sculpture d'une volute derrière la tête. Donc du coup, alors ça c'est mon avis personnel. Techniquement, ça apporte quand même quelque chose. Je vous conseille de faire des volutes. Ça peut être aussi des renflements à la Martine, ça peut être plein de choses, mais rajouter de la matière à cet endroit-là, parce que si jamais la guitare se retrouve à être choquée, sa tête peut être choquée, peut être forcée dessus dans, je sais pas, dans un transport, quelque chose, elle est dans une housse, vous voyez, la tête force. Vous avez bien plus de chances de pas casser si vous avez plus de matière à cet endroit-là que si vous laissez rien. Donc il vaut mieux faire une volute. Je fais mes volutes en faisant par rapport
au rouleau de ma calibreuse, puisque je fais l'arrière de la tête comme ça, vous avez sûrement déjà dû le voir dans les vidéos. Et ce rouleau fait environ 120 mm si je dis pas de bêtises. Ça me permet, si vous voulez, de voir à peu près la taille de ma volute. Alors je fais en sorte que la pointe de la volute soit dans la zone du sillet. Donc c'est-à-dire à peu près ici. Hop, je prends le côté. Voilà, vous voyez à peu près la façon de placer la volute. Je reprends l'objet qui présente mon manche, je fais 2 points de dos en plus, hop. Tac. Courbe. Courbe. Et là, voilà, je peux faire une volute. Voilà, vous avez une volute. Et c'est quand même mieux, techniquement. Alors ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est représenter sur la base d'un manche vissé, représenter le talon du corps. On va fermer la forme du corps. Hop. Voilà. Donc là, il y aura 4 vis, hein, pas de souci. Ça nous permet de pouvoir figurer le talon du manche, puisque la plupart du temps, le morceau du manche, on va utiliser un morceau qui va faire 20 mm d'épais. Donc on va garder cette épaisseur pour faire le talon. Donc hop, on fait une pièce de 20 mm ici. Voilà, là ça représente notre talon. On prend le bois du manche. On va monter un peu comme ça, hop. Tac. Tac. On le ferme ici, c'est notre manche. Et ici donc on rejoint notre talon avec un petit congé. Voilà. Donc on a déjà le plan de notre manche ici. Donc c'est un plan qui va vous servir à pouvoir coter une vue de côté donc du manche, une vue de coupe, ce qu'on appelle une vue de coupe, qui va pouvoir vous permettre de le coter et d'avoir les dimensions pour pouvoir tracer votre pièce de bois au moment où vous l'aurez devant vous. Vous pourrez de visu placer vos cotes pour avoir quelque chose de précis, parce que votre plan va vous permettre de faire quelque chose de idéalement parfait sur le plan. Parfois on est obligé un peu de composer sur la pièce de bois parce qu'il y a un défaut. Faut respecter les dimensions, mais la plupart du temps c'est sur la pièce de bois que vous allez faire votre traçage final. Alors on va tracer la tête. Comme vous pouvez le voir, il serait facile ici de faire une pièce de bois. On avait dit 14 mm pour l'épaisseur de la tête. Il serait facile de faire une pièce de bois de 14 mm et de la coller, de faire donc une coupe sur notre pièce de manche, ici, de faire une coupe à 14 degrés et après de coller notre morceau de 14 mm dessus. Sauf que, j'aime pas faire ça, parce que le collage se fait juste ici derrière la volute. Et il se fait à un endroit où il y a une jonction ronde. Vous allez avoir ici un petit sifflet de bois, et au niveau du collage ça va être moche en fait, parce que vous allez avoir l'épaisseur de la colle, vous allez avoir le bois derrière qui va être en sifflet, qui va être juste une pointe, et ce sera pas forcément bien droit, ce sera pas joli en fait. Donc du coup le mieux c'est de prévoir dans votre pièce de tête ici l'épaisseur de la volute. Et donc on va prendre un repère là, tac, on le duplique, et là vous prévoyez l'épaisseur de votre volute et vous faites votre collage plus loin ici sur le manche. De cette façon la pièce de bois
qui est ici est pleine, c'est un morceau plein, et vous n'aurez pas de problème de collage apparent. Le collage qui est ici sur le manche sera plutôt esthétique, puisque ça va faire un arc comme ça en elliptique, une demi-ellipse, c'est plutôt joli d'ailleurs. Et il y en a même qui s'amusent à mettre des plaquages à cet endroit-là pour faire des jolis dessins. Et donc c'est quand même beaucoup plus propre et plus esthétique. Donc ici, hop. Vous aurez ici la coupe du manche, la tête qui vient se coller dessus, et la pièce qui fera la tête, ce sera ici, tac. Voilà, ça ce sera la tête qui se collera, la pièce de la tête qui se collera sur le manche, et ici après on coupe l'excédent et on aplanit, on arrase, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. L'avantage de représenter cette vue, c'est que ça vous permet de faire le débit de vos pièces. Vous savez quelle longueur vous devez les faire, quelle taille, c'est à ça que sert un plan, hein. On va représenter le corps. Donc un corps, ça fait minimum, je vous conseille de le faire de minimum 40 mm d'épaisseur. En dessous, ça va être compliqué au niveau des défonces micro, au niveau de l'électronique et tout ça, ça va être compliqué de faire quelque chose de correct. Entre 40 et 45 mm, c'est la meilleure moyenne. Voilà, donc on fait une pièce de 40 mm. Donc, hop, je la mets comme ça pour le moment. Hop. Je fais souvent le plan de coupe par rapport à peu près au milieu, à l'axe de la guitare, hein. Donc, bon là par exemple je représente ici, c'est pas vraiment l'axe. Si on veut vraiment projeter parfaitement, c'est ici. Et ici, à l'axe, pareil, ici. Mais bon, là, c'est une représentation pour pouvoir savoir à quelle longueur feront vos pièces. Donc il vaut mieux que vous les mettiez aux extrémités, au plus long. Comme ça, vous savez, vous risquez pas de manquer de matière. Tac, je descends mon corps jusqu'ici. Alors pour savoir où placer le corps par rapport aux manches, à la touche, on va aller chercher le tome vu de côté. Voilà. Je l'avais représenté ici sur le plan. Hop. Pied. Donc, on a ici notre diapason. Donc le diapason, à peu près, d'ailleurs là on est un peu haut. Hop, le diapason sur le, comment dire, sur le ponté de la mi-aiguë. Faut pas que vous soyez complètement au bord ici, parce que vous n'aurez pas de réglage vers l'avant. Il faut que vous ayez quand même un petit réglage vers l'avant et du réglage vers l'arrière. Donc ici vous vous mettez à peu près au tiers, hein, au tiers de la longueur de réglage. Puis de toute façon vous pencherez votre tome de manière à avoir plus de latitude au niveau de la compensation. Compensation que je développerai au moment où dans les vidéos je poserai le tome et j'expliquerai comment tout ça fonctionne. Là donc ici, hop, on va le tourner. C'est là que va nous servir de représenter les cordes de la guitare, ou du moins une corde. On va avoir besoin de représenter une frette. On va faire un rond de 2 mm. Hop. Voilà. Hop, voilà. Un demi-rond de 2 mm. On va représenter ici la 24e case.
de manière à avoir une action correcte. Hop, voilà, on a représenté notre 24e case vue de côté. Et donc, ça c'est notre corde donc, qui repose sur le sillet, on va mettre notre axe ici au début du sillet, au début du diapason. Donc là on doit pouvoir descendre un tout petit peu. Donc on voit qu'on est ici à la première case. À la 24e case, on va mettre une action d'à peu près, alors on met 2 mm de manière à être ric-rac. En général, dans la réalité, on est voilà, ça va dépendre un peu du réglage du tome, hein. Mais ça va nous permettre de placer notre corps par rapport à notre manche pour avoir un rapport entre l'action et le placement des pièces. Ça, c'est un rond. 2 mm. Hop, je le fais pivoter jusqu'à arriver à mes 2 mm ici. Sachant que c'est ici la représentation de la corde du milieu. Évidemment, la mi-aiguë sera plus bas, puisque le tome est rond. Il a le radius qui est représenté. Ça nous donne ici un repère qui nous permet de placer notre tome vu de côté. Hop, on a le couteau en haut. Voilà, ça nous permet de l'aligner là, et ça nous permet de voir que notre corps est un peu haut placé par rapport aux manches. Voilà. Faut pas oublier que c'est un tome, et un tome c'est assez haut. Normalement c'est pas vraiment prévu pour mettre sur un corps parallèle comme ça, il faut un renversement. Donc là si on fait comme ça, vous pouvez vous apercevoir que le manche dépasse quand même vachement du corps. Donc si on met un tome, normalement le mieux c'est de faire un renversement pour que ce soit plus joli. Donc un renversement c'est que le manche ici plonge vers l'arrière par rapport au corps. Ça on peut le représenter assez facilement sur le plan. Donc on va garder notre corps avec notre tome ici. On va faire un ensemble. Tac. Et cet ensemble, on va regrouper les objets, voilà, cet ensemble, on va mettre l'axe au bout du tome, au bout du couteau, et on va faire notre renversement ici, en le tournant, de manière à faire rentrer le manche dans le corps, que les cordes soient pas si loin du corps, et que le manche ressorte pas trop du corps, parce que c'est quand même pas très joli. C'est peut-être un peu beaucoup, là, on va mettre, voilà, comme ça. Et là, vous pouvez représenter facilement votre renversement. De toute façon, ça c'est quelque chose que vous allez faire en réel, hein, directement sur le corps, vous allez le calculer directement. C'est pas quelque chose que vous allez tracer comme ça sur la pièce de bois. Vous allez présenter, vous allez faire votre défonce de manche, vous allez régler après derrière votre renversement au fur et à mesure en testant avec le tome d'un côté, le manche de l'autre qui rentre dans le neck pocket, et puis en faisant les choses du mieux possible. Là, on va représenter la corde ici. Là, donc elle sera derrière comme ça. Et là, on peut s'apercevoir que si on se met trop près, la corde risque de toucher le bord du tome. Donc ça vous permet aussi de régler ce genre de problème, vous voyez. Bon ben voilà, là j'ai retouché un petit peu la forme du corps pour que ce soit un petit peu plus joli. Pas encore parfait, mais c'est pas mal. Donc tout est plus ou moins possible, hein. Il suffit d'y passer suffisamment de temps.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour le moment? Je pense qu'au niveau du plan, on a fait le tour. Là, vous avez de quoi réfléchir au projet concrètement. Vous pouvez réfléchir à comment va se placer tout ça. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir donc les défonces. Par exemple, pour les défonces d'électronique, moi, ce que je fais une projection du corps, c'est-à-dire, donc là, on va mettre 15 mm, projection intérieure. Voilà, ça me permet d'avoir une courbe qui suit le corps. On va remettre les repères. Hop. Donc là, vous voyez, vous pouvez la faire monter à peu près où vous voulez. Hop, ça vous permet de délimiter votre trappe. Je fais une intersection entre les deux surfaces. Hop. Ensuite, une fois que vous avez votre surface, vous pouvez ici rajouter point nodo. Tac. On va supprimer celui-là. Voilà. Mince. J'ai pas supprimé le bon. Voilà, ça vous permet de faire une trappe qui suit les formes du corps et c'est quand même plus joli. Après, tout ce qui est défonce de micro, hein, vous l'avez ici, vous pouvez mettre des repères. Ça vous permet de projeter vos défonces ici, hein, sur votre corps. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, bah, de toute façon, plus vous allez faire des plans complexes, plus il va falloir prendre sa petite règle ou son pied à coulisse, prendre ses pièces, les acheter à l'avance pour pouvoir les mesurer, les représenter sur votre plan, donc les dessiner et puis bien les incruster dans votre plan, bien la dimension de manière à pouvoir tout prévoir à l'avance, essayer de vous représenter la pièce dans l'espace, dans votre tête et voir dans votre tête la guitare terminée, la guitare toute montée. Il va falloir essayer de travailler ça de manière à pouvoir avoir une vision dans l'espace la plus précise possible. J'ai de la chance personnellement de l'avoir un peu inné. J'ai une visualisation en 3D dans la tête très simple, très facile, donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que c'est facile pour moi, coup de bol. Sinon ça peut se travailler aussi, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir, donc il suffit de le faire souvent et de faire des plans, de dessiner. Si vous avez envie, comme ça vous avez rien de spécial à faire, vous lancez le logiciel de dessin et vous vous amusez à dessiner une guitare. Vous essayez de vous représenter une forme sympa, vous faites une forme qui vous plaît, ça sert pas spécialement à rien, vous la ferez peut-être jamais, mais ça vous permet de travailler tout ça, de travailler la vision dans l'espace, la conception. C'est ce qui me plaît énormément, la conception, et d'essayer de penser à tout, de visualiser l'objet fini. Bon bah j'ai déjà pas mal de matière pour ce premier épisode, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, la prochaine étape, ce sera commencer à concrétiser les choses. Donc il va falloir que je vérifie ce que j'ai comme matos à disposition. Du bois, ça je devrais trouver, il n'y a pas de souci. Bon bah bref, je vais arrêter là ce premier épisode de Lutamat. Je vais vous dire bon courage, essayez de vous lancer, essayez de faire les choses à votre rythme, surtout ne vous forcez pas. Restez créatif, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir la suite, etc. etc. Vous connaissez la musique. Partagez la vidéo si vous le pouvez, vous savez que c'est le moteur le plus efficace sur YouTube. La prochaine vidéo sera sûrement la deuxième de l'Imperium. Je suis en train de travailler sur le manche en ce moment, vous avez peut-être vu les photos sur Instagram. Je termine l'Explobas que je suis en train de faire et je reprends au mois de décembre donc la fin de la fabrication du manche de l'Imperium. Et derrière suivra donc la deuxième vidéo de la fabrication du manche. D'ici là, prenez soin de vous et plein de bisous.